je suis Nicolas et bienvenue sur Raisin d'être, le podcast de Vini Daily. Je vous partage mes rencontres avec les personnes qui font le monde du vin aujourd'hui, qui en parlent avec beaucoup de passion, mais sans prétention. Aujourd'hui, Vini Daily, c'est aussi et surtout un club de vin qui vous permet d'avoir accès à des cuvées de grands et petits vignerons entre -20 et -25% des 9,90 par mois. Pour le retrouver, rendez-vous sur le site club.vinidaily.com ou sur notre application. Mais tout de suite, place à notre invité. Bonjour à tous, bienvenue sur Raisin d'être. Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial. Alors déjà, j'ai l'honneur de recevoir deux membres de la famille Trimbach. Attention à la prononciation, on en parlait encore juste avant de démarrer l'épisode. Julien et Pauline. On a un seul micro aujourd'hui malheureusement pour qu'ils puissent se le passer, donc voilà, ça va être un petit peu plus particulier que d'habitude, mais on va faire en sorte de rendre ça le plus agréable possible. Normalement les Alsaciens sont chaleureux, donc ça devrait le faire. On essaye, oui. Et donc pour commencer cet épisode, je vais vous demander de vous présenter, peut-être un par un d'ailleurs, tout simplement. Je vais commencer du coup. Donc Julien, vigneron en Alsace. On fait partie, ma sœur et moi, de la 13e génération. On a la chance aujourd'hui de travailler avec 3 générations, le grand-père étant encore présent sur le domaine tous les jours, notre père, notre oncle qui sont à la tête du domaine, et nos 2 cousines et nous 2. Donc voilà, tout simplement. Eh bien Pauline, j'ai rejoint la famille il y a maintenant 3 ans. Et effectivement, on travaille aujourd'hui à 6 personnes à Ribeauvillé et on essaye d'avoir tous cette même vision pour la maison. Ça fait de très belles réunions, mais c'est pour le meilleur, ouais, vraiment. Oui, vous avez l'air assez enthousiaste. J'aimerais bien commencer peut-être un petit peu par ça parce que... il y a le côté responsabilité, un petit peu, on a un héritage. 13e génération, c'est quand même assez impressionnant. C'est quoi le début du domaine, la date, plus ou moins? C'est... Donc, 1626, exactement. Ça a été fondé par Jean Trimbach à Rigvir, en 1626. Et donc, aujourd'hui, on a la chance de reprendre le flambeau de génération en génération et d'essayer toujours d'avancer avec cette même... passion pour notre métier en fait. On est amoureux bien sûr des vignes, du vin, mais on fait avant tout, je pense, un métier de partage. Une bouteille est encore meilleure quand elle est partagée, et c'est ça qu'on essaye vraiment de faire au quotidien. Voilà. Partager notre vin, notre savoir-faire. Comme tu as dit, ouais, il y a responsabilité, c'est une chance énorme qu'on a de reprendre tout ça parce qu'il y a un héritage, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a du patrimoine aussi, les terres, la cave, c'est assez énorme. Mais oui, c'est aussi une responsabilité parce qu'aujourd'hui sur le domaine, on est quand même 40 à travailler tous les jours, toute l'année, donc ça fait beaucoup de monde. C'est un joli domaine, 40 personnes, ça fait une belle structure. Ça commence à faire du monde, ouais. Surtout parce que c'est le pôle, on va dire, vigne qui prend le plus de personnes, on fait beaucoup à la main, on a beaucoup de terroirs qui sont travaillables essentiellement à la main, donc c'est beaucoup de personnes dans les vignes, mais oui, c'est la responsabilité, c'est 40 familles, 40 personnes qui travaillent sur le domaine, et donc ouais, c'est la responsabilité. Et donc justement, on arrive un peu sur vos spécificités, parce que quand on travaille à plusieurs, il y a une question de complémentarité, je suppose. Vous êtes dans 2 domaines un peu différents. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu ce que vous faites aujourd'hui au sein du domaine, parce que même s'il y a plein de décisions communes, comme vous avez l'air de le dire, il y a quand même des responsabilités et des spécificités. Bien sûr. Il y a des décisions communes, oui, heureusement, parce qu'on n'est pas tout seul. Il faut qu'on soit tous d'accord, ou au moins qu'il y ait une espèce de majorité qui se forme, comme une démocratie presque. Du coup, moi je suis plutôt partie production. Au début, c'était ma cousine Anne et moi surtout dans le domaine. Après, il y a Frédéric qui nous a rejoint, puis Pauline qui nous a rejoint. Mais la base de la base, c'était comme ça a été scindé entre mon grand-père et mon grand-oncle, enfin notre grand-père, notre grand-oncle. Lui était en technique, le grand-père, et le grand-oncle au commercial. Après mon oncle en technique, le père en commercial, et même ma cousine en commercial et moi en technique. En fait, on a inversé. Moi maintenant je travaille avec mon oncle et ma cousine travaille avec mon père. Oui, c'est marrant du coup, vous avez fait les choses. On a switché, voilà, c'est ça. Mais ça s'est fait assez naturellement, j'ai envie de dire, parce que Anne, elle avait toujours dit qu'elle voulait voyager dans le monde, représenter les vins à l'international comme mon père le faisait. Moi, j'ai vu mon père faire ça
on a vu notre père faire ça toute notre vie, toute notre enfance, et ça m'énervait plutôt de le voir parler, machin, et pas s'occuper de nous, entre guillemets, hein, si je grossis un peu le trait, si j'extrapole. Donc je me suis dit non, moi j'ai pas eu envie de faire ça, et puis j'ai toujours voulu faire quelque chose d'un peu plus de manuel, donc dans les vignes, en cave, maintenant avec les moutons, donc voilà. Moi c'est plutôt vraiment la partie technique, production. Ok, et alors attends, avant de switcher à Pauline, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, ce qui t'a amené, parce que déjà à quel moment tu as pris cette décision toi de te dire ok, je veux travailler dans la vigne, et deuxième décision, je veux travailler dans la vigne dans le domaine familial. Si vous aviez le choix, je ne sais pas. Le choix, on a toujours eu, les parents ils ont toujours dit la même chose, vous pouvez faire ce que vous voulez, il faut juste être le meilleur dans ce que vous faites. Donc ça c'est un adage, bon voilà, c'est pas toujours évident, mais c'était un peu la ligne directrice, la ligne conductrice. Moi, j'ai su que je voulais faire du vin ou être dans le domaine ou être dans les vignes quand je me suis rendu compte que je pouvais pas être footballeur professionnel. À partir de là, je me suis dit... les croisés, c'est les fameux croisés, ouais. Tu te rends compte que t'as pas le niveau et que c'est juste une passion et c'est juste rigolo, mais après, c'est venu... En fait, on est né dedans, vraiment. C'est comme Obélix, hein, c'est vraiment ça, tous les dimanches. On mangeait, c'est le repas le dimanche midi, c'est le repas un peu traditionnel, un peu sacré, t'as pas le droit de le louper, même si tu t'es couché 2 heures avant, tu dois être là à midi. Et quand tu t'es pas couché 2 heures avant et que papa il ouvre des bonnes bouteilles et qu'on partage tout ça, on a appris à déguster comme ça. Il nous faisait goûter, je me rappelle quand on était plus jeune, il nous faisait goûter un Bourgogne, un Bordeaux à l'aveugle, on devait trouver lequel était le Bourgogne, lequel était le Bordeaux. Ouais. Donc la première fois, tu sais pas, tu te plantes, la deuxième fois, tu comprends un peu, la troisième fois, t'as compris la différence entre les deux. Et voilà, c'est... petit à petit comme ça que ça s'est fait. Une infusion. Ouais, une lente infusion mais efficace. C'est ça. Et donc du coup tu t'es dit ok c'est parti pour la vigne, ouais, voilà, le domaine familial. C'était une évidence, ouais. Mais parce qu'on jouait sur le domaine. Pendant les vendanges on jouait dans la Benamar, il y a une partie... le domaine en fait est entouré un peu de vignes. Tout derrière le domaine c'est des vignes et ces vignes là c'est le Frédéric-Émile. Il y a une partie du Frédéric-Émile qui s'appelle le jardin, une autre partie du Frédéric-Émile qui s'appelle le jardinet. C'est là où on jouait aussi quand on était petit. Donc là on a toujours été dedans. Papa, il nous emmenait aux vendanges tout le temps, donc Pauline, il l'emmenait voir les clients. Enfin voilà, on a toujours été un peu dedans. Et du coup, j'ai fait d'abord le lycée général à Ribeauvillé, qui est à côté des vignes, donc c'était tout le temps dans les vignes. Avec aussi beaucoup de familles de vignerons, je suppose. Oui, de toute façon, oui. Le collège était à côté des vignes, à côté du Geisberg. Après, je suis allé faire le BTS Vitiono à Mâcon. Je voulais pas le faire à Roufac pour sortir de l'Alsace. Je voulais pas forcément aller à Beaune parce que mon grand-père, mon oncle était à Beaune, et Mâcon m'a accepté. Je me suis dit feu, Mâcon c'est parfait, c'est pas trop loin de la maison, c'est un peu en Bourgogne, c'est un peu voilà, donc Mâcon. Et puis il y a pas mal de blanc en plus. Et il y a beaucoup de blanc et il y a le Beaujolais. Et je suis un gros fan de Beaujolais, je suis un gros fan de Gamay. Donc voilà, j'ai encore des amis dans le Beaujolais que je vois encore très souvent. Vous avez goûté un Foillard il y a pas longtemps. Je connais Foillard grâce à Chardigny, je sais pas si tu connais, mais très bon domaine aussi dans le Beaujolais. Donc voilà. Et donc j'ai fait le BTS et après j'ai fait la licence à Dijon, sciences de la vigne et du vin. Et puis après j'ai fait première année de master vin, vigne et terroir aussi à Dijon, à l'Institut Jules Guyot. Et puis après ça j'ai eu l'opportunité de partir en Argentine pour faire une vendange. Donc là je suis parti en Argentine. 5 mois en Argentine. Dans quel domaine ? Ça s'appelle Salentine. C'est un grand domaine qui appartient à une famille néerlandaise et qui font des super vins. Ils ont une cave un peu ce qu'ils appellent Primus, donc les premiums, et après ils ont toute l'autre cave Portillo qui fait un peu plus de la quantité, mais ils ont une super production, une super philosophie sur les Malbecs, donc c'est très intéressant. Super intéressant. Et puis l'Argentine magnifique, le peuple argentin magnifique. Donc vraiment top. Et du coup, après ça, c'était 2014, 2015, j'ai fait toute l'année dans les vignes avec l'équipe des vignes. 2015-2016, j'ai fait en cave, du coup, vigne et cave. Et en 2017, je devais partir pour mon dernier voyage aux États-Unis, mais je me suis cassé le coude 2 jours avant le départ en avion, vraiment juste en jouant au foot en plus. Voilà. Je me suis cassé le coude, donc j'ai appelé Véronique Drouin pour lui dire, parce que je devais partir chez Drouin, donc j'ai appelé Véronique Drouin et je lui ai dit, je suis vraiment désolé, parce que j'avais fait le visa, machin, ça c'est compliqué pour aller travailler aux États-Unis. Je suis vraiment désolé, mais il faut que j'annule, je viens de me casser le coude. Donc j'ai fait les vendanges chez nous, du coup, mais avec un seul bras. Voilà. Et l'année d'après, en 2018, j'ai changé mes plans parce que j'ai des amis qui partent en Nouvelle-Zélande. Donc je suis allé en Nouvelle-Zélande. Il y a quand même un petit attrait du pinot noir quelque part quand même. Parce que l'Oregon. Il y avait la ligne directrice, c'était clairement le pinot noir, effectivement. La Nouvelle-Zélande. Il y avait, c'était clairement pour le pinot noir. Clairement.
Et du coup, le domaine Hurlard en Nouvelle-Zélande, en biodynamie, qui fait du parcellaire, super intéressant aussi. Et, j'ai fait 4 mois en Nouvelle-Zélande. Après, je suis passé par l'Australie pour faire un peu de marché, comme dirait papa. Ouais. Donc voir un peu les clients, parce qu'on n'y va quand même pas tous les jours dans ce coin du globe. Donc si déjà tu es dans le coin, tu profites. Et puis j'ai vu l'Australie, donc trop bien. Trop bien. Et puis après, je suis revenu, et puis mon oncle, il m'a dit, bon, c'est bien, t'as voyagé, maintenant... tu restes là. Donc j'ai emménagé sur le domaine, et à partir de là, c'était 2018. Donc depuis, on va dire, juillet 2018, c'est 100% sur le domaine. Ok. Ouais, voilà. Donc ça fait quand même, tu as eu le temps quand même de bien barouder, d'aller voir ailleurs. J'ai eu la chance de voir ailleurs, j'ai eu la chance de vendanger. J'ai fait 2 vendanges par an. J'ai fait les vendanges en Argentine, je les ai refait à la maison. J'ai fait les vendanges en Nouvelle-Zélande, je les ai refait à la maison derrière. Donc trop bien. C'est ça aussi qu'on évoque assez souvent sur ce podcast, c'est qu'on a la chance aussi d'avoir 2 hémisphères, donc 2 saisons. C'est trop bien. De vinification, donc d'aller les vivre à l'autre bout du monde et de pouvoir revenir juste après, c'est quand même assez extraordinaire. Tu prends de l'expérience en 2 ans, tu prends 2 ans d'expérience, enfin en une année tu prends 2 ans d'expérience, tu prends 2 vendanges, c'est fabuleux. Ouais, franchement c'est une grosse chance qu'on a. Ouais, surtout quand tu te destines à la vigne comme toi. Carrément. Et du coup on va basculer un petit peu à toi, Pauline, que tu nous racontes un petit peu aussi ce parcours, ce choix du vin aussi, ce choix du domaine familial, pour te rappeler un petit peu les questions, et puis ton parcours tout simplement pour arriver jusque-là. Bien, comme l'a dit Julien, on est tombé dedans étant petit, on est imprégné vraiment de cette culture vigneronne alsacienne qui va bien au-delà des vins. C'est comme je le disais précédemment, c'est le partage, c'est la gastronomie avec un grand G. Et j'ai toujours été fan de ça. Donc en fait, j'ai un parcours assez classique. Lycée à Ribeauvillé, pareil, en plein milieu des vignes. École maternelle à Unavir, quand même, je précise. Parce que pour le coup, on était au pied de l'église, qui est quand même magnifique, voilà, pour... Ouais, oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est que des villages qui sont très très jolis et qu'il faut aussi visiter pour le village. C'est ça, ça fait partie de la carte postale. Et c'est pour ça, je pense qu'on est complètement amoureux et qu'on a ça dans le sang, on est amoureux de l'Alsace, ouais. Mais voilà, je disais gastronomie, puis parcours assez classique, lycée. Après, je suis allée faire une année de fac d'éco et je me suis dit, oulala, ça c'est pas pour moi. Donc j'ai embrayé sur l'école hôtelière à Ilkirch, donc le lycée hôtelier Alexandre Dumas, pour faire un BTS. Et après, je suis partie en fait à La Rochelle pour faire un master en hospitality management. C'était le titre de la formation qui était en anglais à l'époque. Et grâce à ça, j'ai pu faire énormément de stages en hôtellerie et en restauration dans des établissements toujours hyper pointus, puisque notre métier... de manière générale, on a une exigence folle, je pense. On est très exigeant envers nous-mêmes, on est très exigeant envers les membres de notre famille aussi, parce qu'on veut maintenir cette qualité. On veut, voilà, et du coup, ces établissements m'ont permis, voilà, d'avoir vraiment ce sens du détail, que ce soit dans la partie en cuisine, en salle, et ça m'a énormément appris. Mais à la base, j'étais pas forcément destinée à rejoindre la famille. Mais ça s'est présenté il y a maintenant 3 ans. J'ai eu l'opportunité en fait de prendre tout le secteur France après avoir passé 4 ans en fait à la direction du pôle no-touristique chez la maison Boiselle. Qui correspond pas mal déjà à la formation d'hôtellerie aussi. Exactement. Qui est basée sur la réception, de qualité aussi. Exactement. Et j'ai du coup eu la chance, la famille Boiselle m'a fait confiance pendant ces 4 années pour... Il y avait tout à créer, donc là c'était génial. Sur l'avenue de Champagne, il y a Épernay, voilà. Oui, il y a pire. C'est quand même magique. Donc c'était une superbe expérience. Et puis là, petit à petit, du coup, je me suis un peu réimprégnée du monde du vin, même si ça m'avait jamais vraiment quitté. Mais là, j'étais vraiment à vendre du vin. Et donc, voilà, j'ai eu la chance, du coup, de rejoindre la famille en prenant en charge toute la direction commerciale France, avec également la Belgique. D'accord, ok. Voilà, donc on a la chance de travailler aujourd'hui avec une 60aine de fervents ambassadeurs français,
que je côtoie. Petit marketing au passage, j'aime bien. Trimbassadeur, c'est pas mal. Mais parce qu'ils sont passionnés aussi, et sans eux, on pourrait pas avoir toutes ces connexions avec les restaurateurs. Il faut connaître le terrain, c'est ça qui est essentiel aujourd'hui, hein, pour pouvoir être à même de proposer nos vins aux établissements qui portent un intérêt. Et ça, c'est grâce à eux. On peut pas tout connaître et on peut pas être partout tout le temps. Non, c'est même sûr. si on aimerait bien. Mais et en même temps, le fait pour toi d'être passé dans l'hôtellerie-restauration en formation, ça a tellement de sens parce que c'est avec eux que tu travailles au quotidien aujourd'hui. Alors, tu es peut-être de l'autre côté, mais c'est une super connaissance aussi de l'interne quand même. Exactement. Et c'est un milieu moi, je suis une vraie groupie, hein, des chefs. À chaque fois que je peux rencontrer un chef, je suis oh non, vraiment, j'ai énormément d'admiration pour. Mais je dis le chef, mais toute la brigade en fait, mais que ce soit en salle, en cuisine, quand on est dans ces sphères-là, c'est un niveau d'exigence, mais du bistrot jusqu'aux 3 étoiles, il faut être tout le temps irréprochable, que ce soit sur l'hygiène, que ce soit sur le service, que ce soit une ampoule cassée, on la remplace direct, la température de la salle, enfin je veux dire, c'est tellement de paramètres à prendre en compte que moi ça m'a toujours... c'est fascinant, c'est magique. Et donc, du coup, on est de l'autre côté, mais on s'en sort pas mal aussi de l'autre côté. On a un bon coup de fourchette et puis on aime bien toujours parler. Comme tu as dit Nicolas, c'est bien parce que toi au moins tu sais ce que c'est, tu l'as vécu, tu as travaillé en cuisine et moi de mon côté j'ai aussi travaillé, on a commencé avec les métiers les plus tout en bas, tu vois. Moi que ce soit dans l'entreprise, comme dit, j'ai fait toute l'année 2014 avec l'équipe des vignes, plus 2014 il faisait bien froid, je me rappelle de cette saison d'hiver où c'était pas trop drôle, mais ou 2016 où il a de glace plutôt. Du coup baptême de la glace, 2016 où il faisait que de pleuvoir, 2015 il faisait très chaud, mais du coup pour l'avoir vécu, tu sais ce que c'est quoi. Si là il y a une équipe qui va aller, je sais pas, en ce moment ils arrachent les bois, s'ils vont tirer les bois, ils vont dans telle et telle parcelle. Je sais combien de temps ça va leur prendre parce que je l'ai fait, parce qu'on l'a fait ensemble. C'est important d'avoir ces notions de base et pas tout de suite. On n'a pas été parachuté. C'est pas fait en un jour, quoi. C'est une question de légitimité aussi, quoi. De légitimité, et puis même après pour soi, être crédible, et c'est aussi savoir cette valeur travail, savoir ce que ça représente, d'aller dans telle et telle parcelle, de faire tel et tel travail. Pour Pauline, de connaître les clients, de connaître comment on tourne un restaurant, comprendre les organisations, tout ça, en fait, ça donne, ça aide beaucoup au final. Ouais, c'est quand même une chance extraordinaire d'avoir une complémentarité pareille, totalement choisie. On va dire c'est un peu le destin, quoi. Vous avez été tous les deux libres, vous avez des métiers ultra complémentaires. Après, je pense qu'on a été un peu poussés, tu vois. Comme tu as dit avant, c'est une infusion. Le souhait des parents, de toute façon, c'était ça. Et je pense que c'est le souhait de la plupart des parents, c'est de pouvoir léguer quelque chose à ses enfants, de pouvoir transmettre. Et si possible, moi, si un jour j'ai des enfants, j'aimerais aussi qu'ils soient là-dedans, tu vois. Et si c'est possible, parfait. Si c'est pas possible, tant pis, c'est pas grave, il y a d'autres choses. Mais oui, je pense que là, clairement, notre père, il nous a un peu poussé pour ça. Et puis, on est juste super reconnaissant parce que aujourd'hui, on s'épanouit, on s'éclate là-dedans, quoi. Et du coup, vous êtes 4, en fait, plus ou moins aujourd'hui, parce que vous êtes avec vos cousins, c'est ça ? 2 cousines, Deux cousines, Anne et Frédéric, ouais. Okay. Heureusement, mais aujourd'hui on est 4, à l'époque ils étaient que 2, mais à l'époque il y avait une vingtaine d'hectares, aujourd'hui on en a plus de 60. Wow. Donc en fait c'est pas plus mal qu'on soit 4 parce qu'il y a du taf, quoi. Donc, et si on était qu'à 2, on s'en sortirait pas du tout. Parce qu'en fait vous avez fait x2, mais les vignes elles ont fait x3, donc ça va. Voilà, c'est ça. Et la production de bouteilles elle a aussi un peu grandi, on produit un peu moins d'1 million de bouteilles par an. Il faut les produire, donc ça c'est un peu ma partie, ça demande quand même pas mal de taf. Mais après il faut aller les vendre aussi, parce que c'est comme le grand-père dit, ça sert à rien de produire si tu le vends pas. Tu peux être le meilleur boulanger du village, si tu vends pas tes baguettes, on s'en fout, ça ne sert à rien. Donc là, vendre le vin en fait c'est une grosse partie aussi. Donc moi je suis très content que mon père soit encore là, que Pauline soit là, que Anne soit là pour vendre, parce que moi c'est moins mon truc, mais heureusement c'est bien qu'il y ait des gens pour moi pour le faire, quoi. Donc la complémentarité, comme tu as dit, est super intéressante pour ça. Ouais, et puis ça se passe naturellement. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi du coup de voir cette évolution du domaine. Tu parles de 20 hectares à 60 hectares, c'est énorme comme, colossal, comme évolution. Est-ce que
tu peux un petit peu peut-être rentrer, enfin l'un ou l'autre, mais rentrer un peu dans le détail de sur combien de temps ça s'est fait, comment ça s'est fait, parce que voilà, c'est aussi est-ce que c'est des grandes parcelles qu'on achète d'un coup, est-ce que c'est petit peu par petit peu, comment est-ce que ça se fait un petit peu? C'est exactement ça, il y a un peu de tout, hein. On a eu la chance de pouvoir reprendre les vignes du couvent. On parlait avant du Grand Cru Geisberg, c'est les vignes du couvent, mais il n'y a pas que ces 2 hectares 66 de Grand Cru Geisberg, ils avaient aussi d'autres vignes. En tout, ça représente quasiment 8 hectares. Donc, tu vois, ça fait déjà un gros morceau d'un coup. Ça fait un bon moment qu'on les a maintenant. Et c'est du fermage, ça, ou c'est de la propriété? Ça, c'est fermage, là. D'accord. Okay. Geisberg, c'est fermage. Est-ce que tu peux d'ailleurs faire une toute petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le fermage? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est de la location. En gros, c'est une location. Là, on a un bail, par exemple, sur 25 ans, il me semble. Donc voilà, c'est une location de vigne et on paye j'allais dire un tribut. On paye la location des vignes qui ne nous appartiennent pas, mais qu'on travaille. Donc, c'est la différence avec le négoce, quoi, où on ne va pas juste acheter la production, on va produire aussi. C'est ça, on travaille sur les vignes et on paye le fait de travailler et le fait de récolter les fruits qui techniquement ne nous appartiennent pas. Oui. Parce que c'est pas de nos vignes, c'est une location. Après, c'est une location sur 25 ans, ça appartient à l'église. Je pense pas qu'ils vendront un jour. Oui. Et ça me va très bien parce que 2 hectares 66 à acheter d'un coup de Geisberg, c'est quelque chose. La génération qui devra l'acheter, elle va devoir lâcher un billet, donc on va donner ça à la 14e génération qui se débrouillera avec ça. Non mais en gros, oui voilà. Et solidarité après, dans la famille, mais attention, ça s'arrête, il y a des limites, quoi. Exactement. Mais oui, après il y a d'autres domaines qu'on a rachetés. Là, assez récemment, on a eu la chance de pouvoir racheter le premier domaine qui était en bio à Ribeauvillé, c'était le domaine Jogerst. D'accord. Aussi avec du Grand Cru Osterberg, avec des super terroirs à Ribeauvillé. Là, ça fait quelques hectares d'un coup aussi. Et puis après, sinon, c'est des parcelles ou tes voisins. Mais maintenant, les parcelles qu'on achète depuis, on va dire, 10 ans, les dernières parcelles qu'on a achetées, c'est du Grand Cru Brandt, du Grand Cru Schlossberg, du Grand Cru Mandelberg. Enfin voilà, on essaie d'acheter maintenant que des terroirs très 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 qualitatifs. D'accord. Soit pour les revendiquer, soit pour aider la gamme des réserves. En fait, si les grands crus qu'on ne revendique pas, ils sont dans la gamme des réserves ou le vieille vigne ou des choses comme ça. Et même le Riesling classique aussi, c'est vrai. Ça aide à augmenter la qualité générale. Bien sûr, tirer vers le haut toujours, parce que c'est un petit peu votre perspective, en tout cas, c'est de se dire toujours un petit peu plus haut, quoi. Cette exigence. On essaye, ouais. On essaye. Après, c'est autant que faire se peut, quoi. Et je propose de passer à la dégustation en même temps, parce que tu as quand même pas mal parlé de ce ça donne soif, hein. Je pense qu'il est quand même temps de passer à la dégustation pour pouvoir... Donc pour ceux qui nous écoutent, on va commencer par Grand Cru Geisberg Riesling. Du coup, ça paraît évident pour nous, mais il faut quand même le préciser. Grand Cru Geisberg 2018. Et donc c'est vignoble du couvent, c'est marqué sur l'étiquette vignoble du couvent, c'était un souhait des sœurs. Les sœurs nous ont demandé si on pouvait marquer vignoble du couvent sur l'étiquette. Donc, bien sûr qu'on peut, ça nous fait plaisir. Oui, bien sûr. De le revendiquer. Pas de souci là-dessus. Et donc c'est Marno Calcaro Gréseux. Ok. Grand Cru Geisberg, en alsacien ça veut dire la colline des chèvres. Parce qu'à l'époque il y avait des chèvres sauvages, il y a encore un chemin de pâture qu'on a pris il n'y a pas plus tard que 5 jours pour faire la transhumance du Frédéric-Émile au Grand Cru Geisberg. D'accord, ok. C'était la première transhumance que j'ai fait à pied avec les moutons et le chien qui suivait derrière et ma compagne qui nous suivait et des employés, donc c'était super intéressant. Ok. C'est la première fois que je le fais à pied, ça s'est passé super bien. Il fallait que j'en parle parce que je suis vraiment content. Sinon on galère à les mettre dans la camionnette et tout, donc c'était vraiment une galère. Là c'était trop bien. C'était le petit matin à 8h, le soleil était en train de se lever et tout, on était au-dessus du Geisberg, c'était magnifique, vraiment trop bien. On se projette pas mal là déjà, on a les images un peu en tête, on n'y était pas mais il faut aller voir, non, c'est magnifique. Et puis ce terroir là est magnifique, c'est des fortes pentes, c'est des cultures en terrasse, donc c'est des murs en grès et en calcaire, parce que Marno Calcaro Gréseux, quand les anciens, parce que les murs sont centenaires, bicentenaires, quoi, mais quand ils ont été construits, ils prenaient les pierres qu'ils avaient sur place. Bien sûr. En fait, quand tu vois un terroir en Alsace, s'il y a des terrasses, en général, avec les terrasses, tu peux identifier le terroir. Oui, parce qu'en fait, la pierre qui est utilisée pour la terrasse, c'est la pierre qui est dans le sol. Qui vient de sur place. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, tu vois ces terrasses, soit jaune pour le calcaire, soit rose pour le grès. Et puis c'est un terroir qui est magnifique, très compliqué à travailler du coup. C'est pour ça que les moutons sont là pour tout tondre. Mais oui, très forte pente, des petites terrasses, mais par contre, ça donne des vins extraordinaires. C'est pour ça qu'on est un peu maso quand on s'obstine à vouloir faire du vin là-bas. Ok, super. On peut tout simplement. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est passer à la dégustation et faire une petite dégustation un peu commentée. Il y en a plein qui n'ont pas la chance d'avoir cette dégustation en même temps que nous. Donc, leur faire envie, savoir un petit peu peut-être ce qu'on sent.
et puis éventuellement l'expliquer. Il y a toujours des origines à certaines odeurs, certaines saveurs, ou un certain style même aussi, parce qu'il y a une pâte. Je suis pas très fort pour ça, moi, et j'aime pas trop le faire en général, je le dis tout de suite, parce que je trouve que c'est très personnel, la dégustation, c'est vraiment chacun ses repères, liés à son enfance, liés à ce qu'il a appris, liés à sa journée, enfin voilà. Mais bon, après... Il faut le faire vivre, là, aujourd'hui. Ouais, voilà, donc on va le faire quand même. Mais oui, ce qu'on peut dire, déjà, c'est qu'il y a, je trouve, au premier nez, parce que c'est encore un peu jeune, mais ça sent déjà bien le Riesling. C'est vraiment très identifié. Je trouve que le marqueur variétal est présent. Là, ça sent bien le Riesling jeune. On est vraiment sur un peu le fruit croquant au nez. Et ce qui commence légèrement ce que certains disent pétrolé, qui commence légèrement à minéraliser. On l'a aussi un petit peu. Et après, mais ça c'est parce que c'est l'habitude de le goûter en cave, moi je trouve qu'il y a ce nez Geisberg, c'est ce nez un peu fumé. D'accord. Ça c'est un peu grâce à ça qu'on le reconnaît en général, nous en cave, c'est ce nez un peu fumé. Mais déjà dans les jus, les jus en fermentation, les jus en fin de fermentation, avant même que ce soit vraiment du vin, tu as toujours un peu ce côté fumé dans le Geisberg. Ok. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'à la dégustation, on a tout de suite... pour ma part en tout cas une explosion agrume tout en ayant une très belle acidité, un côté salin. Et c'est vrai que de manière générale on a plutôt la réputation de faire des grands vins blancs secs, parce que encore une fois on est des fous de cuisine et que on fait du vin pour accompagner, pouvoir exactement faire des très grands accords mets et vins. Et donc c'est ce qu'on ressent ici, ce côté à la fois profond, il y a une très belle complexité, mais ça reste sec, et ça je pense que c'est essentiel de le préciser aujourd'hui. L'Alsace est une grande terre de vins de gastronomie. On ne fait pas des vins sucrés, on ne fait pas des vins qui font mal à la tête. Il y a quand même encore une image qui est très ancrée dans la tête des gens, en se disant « Ah non, l'Alsace, non, c'est trop sucré. » Non, en fait, non. On a des vignerons qui ont des talents fous. Alors, Riesling, bien sûr, nous, on est un peu des doudingues de Riesling. Ça représente aujourd'hui 56% de notre production, contre un encépagement alsacien qui est aux alentours de 23%. Ok. Donc, bon, oui. Et on aime le Riesling. Qu'est-ce qu'on a amené de Riesling, comme par hasard. C'est représentatif de votre identité aussi. Exactement, mais c'est pas pour autant qu'on n'apprécie pas un super pinot blanc, encore une fois, sec, avec une belle bretzel, une bonne tarte flambée, sans vouloir trop tomber dans les clichés. On est en plein dedans là quand même, hein. Non, mais oui, ça va bien. Voilà, tout ça pour dire que il faut être curieux sur l'Alsace. Il faut aller voir les vignerons alsaciens. Il faut pas hésiter à déguster. Il faut allez-y quoi, allez sur l'Alsace. Donc toi qui as reçu et mis en place toute une structure œnotouristique pour les Champagnes Boiselles, vous avez de quoi accueillir du monde aujourd'hui si on veut se déplacer au domaine et déguster, c'est possible? Oui, on a recruté là tout récemment Matisse, qui est superbe et qui du coup est 100% dédié au caveau, puisqu'avant c'était pas le cas en fait. On était différentes personnes avec nos collègues à graviter en fait autour du caveau. Et là du coup on a vraiment une personne dédiée, ce qui est génial, enfin franchement ouais, c'est parfait, mais c'est vraiment sur rendez-vous, parce qu'on ne fait pas de visite de cave déjà, la cave ça reste quand même un petit peu le sanctuaire, c'est un peu le côté sacré, et ce serait trop compliqué à organiser avec les normes PMR. Oui, il y a une question d'hygiène aussi, je pense que c'est important de hygiène, sécurité. Nous, il faut se dire que quand on s'installe à Ribeauvillé, on est en 1920. Et en fait, depuis ce temps-là, on a fait différentes extensions dans la cave, mais ça n'a jamais été pensé pour faire un circuit touristique en fait. Bien sûr. Ouais. On y bosse quoi. Hein, donc, dans tous les cas, ouais. Mais oui, bien sûr, vous pouvez venir nous voir à Ribeauvillé, au 15 route de Bergheim. 03 80. 01 02. Oui, et on est toujours très, très content de leur faire découvrir nos vins. Et après, les vignes, on est juste à côté, on est dans les vignes. Donc souvent, on les emmène aussi faire un petit tour dans les vignes. C'est ça qui est génial, c'est que pour le coup, les villages alsaciens, pour être venus quelques fois, pour aller visiter, franchement, on sort du village, on monte 50 mètres et ça y est, bim, on est en plein dans les vignes. Et parfois dans des super crus en plus. Exactement, donc, on est en plein dedans, à chaque fois.
Donc, pour en revenir à ce fameux grand cru Geisberg, ça, c'est la partie, du coup, comme Julien le disait, qui appartient encore aujourd'hui au couvent de Ribeauvillé. Et en fait, c'est la partie extrême ouest de la parcelle, puisque le grand cru Geisberg, c'est vraiment une petite pépite de 8 hectares. Donc, c'est un des plus petits grands crus alsaciens de par sa superficie. D'accord. Et la partie extrême est rentre, elle, dans le Frédéric Émile qu'on va déguster tout à l'heure. Donc on a vraiment une chance folle de pouvoir travailler avec ce bijou qu'est le Geisberg, quoi. Oui, bah là on est vraiment sur une cuvée assez extraordinaire parce que moi je trouve ça pas mal de donner des échelles de temps en temps. Les grands crus alsaciens, je regardais, c'est à peu près 3% des appellations d'Alsace, donc on est déjà sur quelque chose d'assez extraordinaire, et 8 hectares c'est tout petit, enfin, sur l'ensemble d'un domaine déjà de 60 hectares. 60 hectares pour un domaine, ça reste une belle surface, une vraie belle surface. Mais 8 hectares pour un grand cru, c'est pas grand-chose, quoi. Non, c'est vraiment petit. Bah, tu prends le plus grand, c'est le Schlossberg, c'est 80 hectares. Et le plus petit et le plus petit en Alsace, c'est 3 hectares. C'est le Kanzelberg à Bergheim. Mais en fait, c'est la spécificité alsacienne. C'est, géologiquement parlant, c'est d'une telle complexité en Alsace. Si tu marches 100 mètres, tu peux tomber sur une petite faille géologique, tu auras un sol différent. Ça changera peut-être pas du tout au tout, mais ça change. Et si tu regardes le cadastre, rien que chez nous à Ribeauvillé, le nombre de lieux-dits qu'il y a, dans ces lieux-dits, les anciens vignerons, ils ont encore délimités parce que là-bas le sol est plus lourd, là-bas le sol est plus léger. Enfin, vraiment, la complexité géologique est assez folle. Et du coup, c'est pour ça qu'à Ribeauvillé, on a la chance d'avoir 3 grands crus. Il y a 3 châteaux de Ribeauvillé, mais on a aussi 3 grands crus. Il n'y a pas beaucoup de villages en Alsace qui font ça. Oui, bien sûr. Donc c'est assez extraordinaire. On a le grand cru Kirchberg, sur lesquels on a des vignes, le grand cru Geisberg, bien évidemment, et le grand cru Osterberg, bien évidemment aussi. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être propriétaire sur les 3 grands crus, de produire les 3 grands crus. Donc ouais, non, c'est assez extraordinaire. Et justement, pour parler un petit peu du coup des grands crus alsaciens, c'est ce qui est marrant, et vous me dites si je me trompe, hein, mais quand j'ai commencé à m'initier beaucoup au monde du vin, ça fait quelques temps déjà, mais l'approche bourguignonne parcellaire était vachement revendiquée par microclimat. Dès que j'ai commencé à mettre les pieds dans les grands crus alsaciens, on m'a tout de suite beaucoup parlé des sols. Parce qu'il y a une diversité. Qu'est-ce qui explique qu'il y a un attachement si fort et si ancré lorsqu'on parle des grands crus alsaciens sur les sols, en fait? Bah, ouais, je pense qu'on est vraiment très attaché à nos terroirs et à nos sols. Et ça a été... On a le même modèle bourguignon, de toute façon, c'est créé de la même manière, ça a été délimité un peu plus tard, mais oui. Avant que ce soit délimité, le Geisberg existait déjà, l'Osterberg existait déjà, et les limites, on les connaissait. C'est les mêmes qu'aujourd'hui, hein. Il y a eu quelques extensions pour le Kirchberg, l'Osterberg et certains autres grands crus. Pas pour le Geisberg, parce que lui, il est compacté, il est pris en tenaille par les 2 grands crus et le village, donc lui, il peut pas y avoir d'extension. Mais en gros, on n'a pas attendu l'AOC grand cru, ça existait déjà. Et avant que nous, Trimbach, on fasse des grands crus, on faisait du Frédéric Émile, mais Frédéric Émile, c'est une seule parcelle. Oui. C'est derrière la maison, c'est à cheval sur 2 grands crus, c'est pour ça qu'on peut pas avoir l'appellation grand cru, mais on faisait déjà du Frédéric Émile, et c'était un vin de parcelle. On faisait un autre vin qui s'appelait le VH, Vorderer Hohenau, c'est un autre terroir, mais on faisait du micro-parcellaire, sans le revendiquer. Donc ce qui est une particularité pour le coup de l'Alsace, c'est qu'on ne peut pas le mettre en grand cru s'il n'y a pas le nom d'un grand cru spécifique. Alors que par exemple, on pourrait dire un premier cru village, d'une certaine manière, en Bourgogne. Là, chaque grand cru est identifié, et mélanger 2 grands crus fait que tu grand cru, c'est fini. Mais ce qui a du sens, c'est logique. Après, chez nous, là, c'est vraiment 2 grands crus qui sont côte à côte. Quand on est dans la parcelle, avec ma main gauche, je peux être dans le Geisberg, avec ma main droite, je peux être dans l'Osterberg. Vraiment, ils sont limitrophes, quoi. Et des sols qui sont quand même assez proches. Mais si tu pouvais mélanger des grands crus, en Alsace, tu pourrais mélanger du schiste, du grès, du volcanique, du calcaire, des marnes. Enfin, la diversité géologique est telle que 13 types de sols différents. Et si tu rentres dans les sous-familles, tu peux monter à 2000. Enfin, non, mais je veux dire, c'est dingue, la diversité géologique en Alsace. Donc...
le paradis des géologues, effectivement. mais ça n'aurait pas de sens, tu vois, de mélanger du granit avec du calcaire ou du volcanique avec du grès. C'est pour ça que le fait de perdre l'appellation Grand Cru, ça a du sens là-dedans. Nous, c'est vraiment 2 grands crus très proches, mais aujourd'hui on a la chance que le Frédéric Emile soit assez connu dans le monde et que les gens sachent. Oui, c'est une identité, voilà. Mais parce que... Et effectivement, c'est surtout après l'exposition qui va changer, c'est pour ça qu'ils ont un peu délimité l'Osterberg. Du coup, Oster, ça veut dire est en alsacien, donc c'est la montagne qui regarde vers l'est. D'accord. Tout simplement. Okay. La plupart des grands crus alsaciens, en fait, c'est quand même vachement plus simple quand on parle. Parce que non, mais c'est vrai que, en fait, ça paraît parfois difficile, forcément, pour monsieur et madame tout le monde. Je comprends pas pourquoi. Et je m'inclus largement dedans, dans le fait des prononciations et aussi même de retenir, en fait, d'une certaine manière, quand c'est étranger, quand on ne comprend pas. Dès qu'on commence à le comprendre, tout a un sens et tout est quand même vachement plus simple. C'est très imagé, en fait. L'alsacien, l'Altenberg, c'est une vieille montagne. Alten, c'est vieux. Et après, c'est pour ça que la plupart des grands crus alsaciens finissent par Berg, c'est parce qu'ils sont sur les meilleures expositions, donc sur les collines. Berg, c'est les collines, les montagnes. Oui, parce que c'est ça aussi pour ceux qui connaissent pas forcément l'Alsace, qui sont pas forcément déplacés, c'est aussi super vallonné. C'est très très vallonné, oui. Ouais. Donc moi je me souviens, parce que pour avoir travaillé un peu avec la famille Schomberger notamment, qui ont cette réputation de s'appeler les montagnards. Un petit peu parce que c'est voilà, à force de construire des terrasses et d'être sur des collines, quoi. Donc c'est vraiment... surtout chez eux. Ouais, c'est vraiment, on va dire, des terroirs qui sont... mais du coup, c'est génial parce que ça offre aussi des expositions super différentes. C'est-à-dire sur une montagne, on peut avoir un coteau beaucoup plus sur l'est, l'ouest, le sud, enfin ce genre de choses, quoi. Ouais, en fait, c'est ce qui s'appelle les collines sous-vosgiennes, puisque l'Alsace, la région d'Alsace naît d'un effondrement géologique, en fait. À l'époque, Vosges et Forêt-Noire ne faisaient qu'un. Et c'est quand les Alpes sont sorties que le bassin rhénan, s'est créé. Il y a eu un effondrement. Ouais. Et c'est ce qui explique, en fait, cette diversité des sols. C'est comme si on coupait d'un coup un énorme millefeuille. Et donc, tous ces sols qui, de base étaient enfouis, voilà, sont d'un coup devenus revenus à la surface, quoi. Et donc effectivement les collines sous-vosgiennes, c'est nos meilleurs terroirs, meilleures expositions. En général c'est sud-est principalement, sud, sud-est, sud-ouest, voilà. Et il y a vraiment que en comprenant cette histoire un peu géologique qu'on arrive en fait à toucher du doigt et encore effleurer peut-être à peine la complexité géologique du terroir alsacien. Mais ce qu'on dit toujours, on peut couper les cheveux en 4. À la fin, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens apprécient nos vins, en fait. On aime ou on n'aime pas. Ça vient de tel terroir, on peut expliquer l'identité du vin grâce à ça, effectivement, mais au final, qu'est-ce qui compte à la fin? C'est qu'on prenne du plaisir. Bien sûr, bien sûr. Oui, là, on reste sur du très technique. Exactement. Parce que c'est aussi intéressant de le comprendre. Mais oui, la base essentielle, c'est de prendre du plaisir lors de la dégustation. Mais... Si justement, c'est ce que notre père dit toujours, si tu peux en parler de la technique, c'est bien de savoir, mais si à la fin du repas la bouteille n'est pas finie, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Quand la bouteille est finie, ça veut dire que la bouteille était bonne, qu'on l'a partagée, qu'on a pris du plaisir ensemble, et c'est ce qui, pour un vigneron, c'est ce qui fait le plus plaisir. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des dîners, bon, il y a beaucoup de bouteilles, mais quand ta bouteille est pas finie, tu te dis, ils ont peut-être pas aimé, ou ça n'a pas convaincu, peut-être. Voilà, mais dans tous les cas, tu te poses la question, alors que quand la bouteille est finie, ça met tout le monde d'accord. Oui, c'est un juge de paix d'une certaine manière. Exactement, voilà. À consommer avec modération, attention. Tout à fait. Mais non, c'est sûr que oui, c'est un indicateur quand on est nombreux et qu'il y a plusieurs bouteilles sur la table. S'il y en a une qui est terminée, généralement, est-ce que ça a plu au plus grand nombre ? C'est que ça a fait le job, ouais. Donc voilà. Pour autant, les grands crus évoluent un peu, toujours. Le dernier grand cru qui a été nommé, c'était en 2007, je crois avoir vu ça. Donc ça continue en fait de vivre parce que c'est quand même des choses qui ont... je voulais en parler aussi, je pense que c'est important de parler du Pinot Noir et on arrivera là-dessus juste après, mais c'est quand même encore des choses qui évoluent. On pourrait croire que, parce que quand on parle de choses qui ont été faites il y a des siècles, des délimitations... les délimitations chez nous c'est récent, hein. Le premier c'est 1975, c'est le Schlossberg. Le Geisberg, si ma mémoire est bonne, c'est 1992, donc c'est des choses qui sont quand même très récentes. Par contre, on les connaît depuis
décennies, oui. des générations. Tout le monde sait que... on sait ce que c'est, on sait où c'est, on connaît les limites. La plupart du temps, les limites, c'est une faille, c'est un ruisseau, c'est une exposition qui change. C'est quelque chose de très pragmatique, de très terre à terre. Mais on le sait, on le connaît. C'est juste que ça n'avait pas été encore ratifié, ça n'avait pas encore été nomenclaturé. Maintenant, ça l'est. Et en plus, maintenant, chaque grand cru a sa propre appellation. Ouais. Donc pour chaque grand cru, tu as des rendements, tu as des taux d'alcool minimum, enfin voilà, tu as des sucres minimum. Donc maintenant, c'est vraiment très qualitatif. Donc ça va dans le bon sens. Et oui, ça évolue, heureusement, sinon ça voudrait dire qu'on arrête. Oui, bien sûr. Non, mais... Enfin, je veux dire, on n'a pas gagné. C'est pas, non, mais il y a des choses, il y a des régions où ça bouge pas tant que ça, et parce que les choses ont été très classées, etc. Mais je pense que là, tout bouge un peu parce qu'il y a quand même une nouvelle génération qui arrive et qui a faim, quoi. Enfin, ouais. nous, on a envie de faire des choses, on a envie de tester. Alors, c'est un peu plus compliqué pour nous parce qu'on est dans un domaine où l'ancienne génération est encore très en place, hein, ils sont encore là, c'est encore eux qui gèrent, et heureusement, mais on bouge pas, on peut pas faire ce qu'on veut non plus, mais par contre il y en a plein des jeunes qui s'installent et qui font plein d'autres choses, qui tentent des choses, qui font bouger les choses, donc c'est pour notre appellation, pour l'Alsace, c'est top. Et c'est aussi parce que les vins sont mieux valorisés. Aussi, d'un point de vue commercial notamment, pas encore assez, ça évolue d'une certaine manière. Et j'en parlais notamment, et c'est marrant parce que j'en parlais avec Yvan Massona qui a repris le domaine Bellargus dans l'Anjou, je ne sais pas si vous avez déjà dégusté, qui est venu sur ce podcast, et qui me disait oui, mais en fait il y a des régions qui ont réussi quand même à valoriser leur blanc de manière assez importante. Et notamment l'Alsace, qui sait avoir un rapport de 1 à 15 dans ses prix parfois, à dire, bah voilà, mais en fait ça, au niveau qualitatif, c'est vraiment, vraiment supérieur, et donc ça mérite un prix, voilà, il y en a moins, les vendanges sont, enfin peut-être qu'il y a des rendements plus faibles, enfin bref, il y a plein de paramètres, mais... Quand je vais expliquer le prix du Geisberg, moi je les emmène au pied du Geisberg, les clients, tu vois, si vraiment il y a des clients qui te disent, mais pourquoi c'est aussi cher, tu les emmènes au pied du Geisberg, et tu leur dis, bah vas-y, monte maintenant, mais monte tout en haut du Geisberg, et après tu leur reposes la question en haut, et non, moi je peux te dire qu'à la fin ils disent que tu la vends pas assez cher. Et maintenant vous le faites avec un sac à dos plein de raisins pour comprendre à peu près les allers-retours. Non, mais c'est des terroirs qui sont quand même très compliqués à travailler. Les rendements dans le Geisberg là, du couvent, sur les 2 hectares 66, hein, c'est quand même une grande parcelle. T'as des hauts de coteaux, des bas de coteaux, donc c'est pas la même chose. T'as plus de rendement en bas qu'en haut. Mais sur tout le Geisberg, si on fait du 35 hecto-hectares, on est plus que content. C'est pour dire que ça n'arrive pas si souvent que ça. Et c'est très compliqué à travailler. C'est un terroir qui est chaud. Ça se fait pas comme ça, quoi. Donc oui, le prix est justifié par ça. Et aussi parce qu'on veut le valoriser. On sait la qualité du vin que c'est. On sait la qualité du vin que ça peut devenir. Parce que là, c'est un jeune bébé, hein, c'est 2018. Il faudrait le boire en 2028 pour avoir vraiment le terroir qui parle à 100%. Mais par contre, il sera encore bon en 2048 et 58 normalement. S'il n'y a pas de souci de bouchon et tout ça, mais c'est des vins qui sont faits pour la garde, pour la gastronomie, et c'est des vins il y a beaucoup de travail derrière quand même. Et ça fait partie aussi, pour toi notamment, Pauline, peut-être des avantages, on va dire, au niveau commercial, d'avoir un domaine familial, parce que tu as accès sûrement à une vinothèque assez importante, et pouvoir faire déguster des vins qui ont des années et des années, c'est plus facile quand c'est un domaine familial, quoi. Complètement. Alors, dans tous les cas, hein, c'est sûr, comme vient de le dire Julien, en fait, dans les premières années, c'est plus l'effet millésime qui prime à la dégustation, et puis c'est seulement avec le temps qu'effectivement le terroir s'exprime. C'est pour ça que nous, dans tous les cas, on essaye d'avoir 5 à 6 ans de bouteille, notamment sur Frédéric Émile, de vieillissement en bouteille avant de le mettre à la vente. Là, c'est le millésime 17 qu'on vient tout juste de sortir. Grand Cru Geisberg, on vient tout juste de le sortir, c'est 18. Parce qu'on estime, et ça c'est à l'époque mon grand-père, donc Bernard Trimbach et Hubert, son frère, qui l'ont très vite compris. Et c'est dès les années 70 qu'ils ont commencé en fait à construire cette politique de stockage. Et c'est grâce à eux en fait qu'aujourd'hui on a cette chance qui est folle. Quel domaine, quelle maison peut se targuer aujourd'hui d'avoir des vins avec 5 à 6 ans de bouteille quand c'est nécessaire? Non, mais c'est extrêmement rare. Et nous, c'est un avantage on a une chance folle. Donc effectivement, on peut aller piocher quand on a des belles dégustations, quand on accueille des clients ou des passionnés, dans tous les cas des passionnés de vin au caveau, on a la chance de pouvoir descendre à la cave, piocher, et puis faire un voyage dans le temps en fait. Oui, c'est vraiment ça. Mais c'est aussi un choix de le garder.
C'est-à-dire, bien sûr, on l'a mis en place il y a pas mal d'années, mais il y a aussi un choix de se dire, mais c'est quand même quelque chose qu'on va conserver. Parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des domaines, ou la quasi-totalité, vend quand même des vins assez jeunes, se dit, bon, bah ok, ils sont déjà bons, mais ils seront bien meilleurs plus tard, en espérant que les gens peut-être les consomment, mais il y a quand même beaucoup de consommation quasi instantanée, suite à des achats. Donc, c'est un travail que vous portez encore, c'est aussi des décisions économiques, où il faut pouvoir le faire, et puis il faut vouloir le faire, quoi. Mais de plus en plus, en fait, hein, on n'a pas forcément la place, ni la possibilité, ni la trésor aujourd'hui pour les consommateurs d'acheter 12 bouteilles, de se dire, allez, j'en bois 3 la première année, puis le reste, je garde. Ça, c'est de moins en moins faisable, finalement. Même donc, si on vous recommande de faire ça avec des Frédéric Émile de 2017 aussi. Ouais. En fait, le truc, c'est de se dire, là, on le sort parce que il est en place, mais derrière, le potentiel de garde de ces vins est juste extraordinaire, quoi. Après, j'aime bien souvent reprendre ce que dit Pierre. Il dit, Pierre, il n'y a pas de très grands vieux vins, il n'y a que de très grandes vieilles bouteilles. Ouais. Parce que ça dépend aussi beaucoup de la bouteille, du bouchon, etc. On le sait tous, on le sait. Mais néanmoins, il y a le potentiel de garde sur ces cuvées est juste extraordinaire. Et François Willem, qui était mon prédécesseur sur la France, disait toujours, il faut que le vin soit souriant. Et un vin souriant, c'est un vin qui est en place, un vin qui est prêt à boire. Et c'est pour ça que parfois, même sur la sortie des vins, on ne va pas forcément suivre l'ordre chronologique. C'était le cas, par exemple, pour Geisberg, 14, 16, 17, 15, 18. Ok. Parce que 15 avait vraiment besoin de temps. Non, c'est vous qui décidez. Oui, mais c'est le vin qui nous vous guide. donne des indices, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi des décisions. décisions humaines, quoi. Ouais, mais parce que je pense que c'est essentiel aujourd'hui de pouvoir proposer aux consommateurs, à nos clients, des vins qui sont en place, en fait. On ne peut pas se permettre de les sortir trop jeunes parce que Julien, il parle d'infanticide, même alors. C'est ça, en fait. Si maintenant on avait ramené un Frédéric Émile 22 et un Geisberg 22, bon, bah ce serait bon. Le vin, je veux dire, il n'y a pas de défaut, on peut le boire, c'est ok. Mais on passe à côté de tellement de choses bien que sûr. ce serait dommage. Et oui, c'est pour ça que j'utilise un peu cette image de tuer des enfants, ce qu'on n'aime pas faire, hein, on le répète. Mais je trouve que c'est très... Merci de le préciser quand même. Mais oui, mais je trouve que c'est très parlant. Aujourd'hui, tu sais, sur les réseaux, tu vois des gens qui ouvrent des super Bourgogne 2021 ou des super Grands Crus alsaciens 2021-2022. Mais moi, quand je vois ça, et ils disent ouais, super, on a goûté ci. Mais vous êtes passé à côté de quelque chose, les gars. Ouais. Il fallait... Alors, je comprends qu'il y a des gens qui peuvent pas le garder, c'est normal. On n'a pas tous une cave, on peut pas tous garder autant le vin qu'on veut. Mais si tu as une belle bouteille et que tu peux la garder, mais garde-la, parce que, bah oui, bien sûr, c'est bon, t'as bu je ne sais quel grand cru, bourguignon, ou un grand vin italien, ou un grand vin de Bordeaux, peu importe, mais tu l'as bu trop jeune, c'est quand même dommage. Enfin, ouais. Et du coup, moi je trouve ça me fait un peu mal. Et donc, voilà. Et mais après, comme tu l'as dit, et comme on l'a dit, hein, c'est une chance incroyable, grâce à notre grand-père, grâce au grand-oncle, qui ont mis ça en place. Et en plus de ça, on a le Notec, effectivement, où là, on a des fois, on a eu la chance de goûter. Moi, je suis très jaloux de ma sœur parce qu'elle était 90. Aïe. Et je peux te dire que des 90, il y en a beaucoup en cave parce que c'est un millésime de folie. Et c'est un millésime de folie partout dans le monde. Partout dans le monde. Je connais pas une région qui est pas bonne en 90. Moi, je suis de 92. Ça fait moins rêver, quoi. Ouais. Ça fait moins rêver. Ils ont mis l'énergie ailleurs, pas dans le vin, c'est tout. Ça fait des beaux enfants, on va dire. Mais voilà, on a eu la chance de goûter des vieux vins et c'est pour ça qu'on continue de nourrir cette Notec en cave pour que les prochaines générations puissent aussi goûter. Après, on n'a pas beaucoup de vieux vins. C'est souvent une question que certains visiteurs nous demandent. C'est quoi votre plus vieille bouteille? Est-ce que vous avez des très vieilles bouteilles? En fait, non. Parce que quand notre grand-père il a repris l'entreprise, il avait plus son père. Lui, il avait 22 ans. Il a repris toute la boîte à 22 ans. C'était un peu après la Deuxième Guerre mondiale. C'était un peu avant qu'ils doivent partir en Algérie pour la guerre aussi.
À ce moment-là, c'était Ugel, Jean Ugel, qui venait vinifier chez nous quand le grand-père il était à la guerre. Enfin, c'est des choses que nous on n'a pas connues, quoi. Donc c'est fou, quoi. C'est fou. Oui, parce que l'Alsace a quand même été pas mal tourmentée sur au moins 100 ans. Comme dit mon père, à chaque fois qu'il y a eu une guerre en Europe, on était dedans, quoi. Vu qu'on est au carrefour de l'Europe, on est en plein centre de l'Europe, donc oui, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose. 4 fois, oui, voilà, c'est ça. 4 fois changer de nationalité. Donc, on est. Donc, à ce moment-là, il pensait pas à mettre des bouteilles de côté, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Quand il a repris le domaine, le but c'était de faire tourner le domaine et puis travailler, quoi. C'est seulement après, quand son frère l'a rejoint, que le business s'est développé aux États-Unis grâce à Hubert, donc notre grand-oncle. C'est lui qui passait 8 mois de l'année là-bas. C'est lui qui a tout développé là-bas et c'est grâce à eux et à lui qu'on en est là aussi aujourd'hui. Bien sûr. Et c'est seulement quand nos parents et notre oncle, quand mon père et mon oncle, ils ont rejoint la boîte dans fin des années 70-80, que là, ils ont commencé à mettre un peu plus de bouteilles de côté. Bien sûr. Donc, mais on n'a pas de très 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 vieilles bouteilles, et on n'en a pas par centaines. Oui, et puis c'est aussi pour vous, parce que c'est aussi important. En fait, ce qu'il faut peut-être aussi démystifier, c'est que les bouteilles qui sont gardées, c'est parfois déjà pour la famille, tout simplement. Clairement, oui. Mais c'est aussi pour pouvoir transmettre, pour faire aux personnes qui vont être aussi sur le terrain, pour leur montrer le potentiel, etc. C'est aussi une éducation, en fait. Et justement, quand tu parles d'éducation, je pense que c'est très important de pouvoir faire goûter des vieux vins à des fois des sommeliers. Il n'y a plus beaucoup de sommeliers qui connaissent les vieux vins, parce qu'on en boit de moins en moins des vieux vins, et ça a quand même un goût, c'est quand même une sensation spéciale et différente que là, un vin, ça c'est des vins quand même très jeunes. Si maintenant on goûtait des vins des années 90, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, c'est différent. Et en plus, les styles évoluent. Et les styles évoluent, mais si t'es pas un tout petit peu initié, et que tu goûtes, parce que moi j'ai beaucoup d'amis qui étaient pas dans le vin, qui maintenant savent goûter, mais avant, quand je leur servais des fois des vieux vins, ils me disaient mais il a tourné ton truc, enfin c'est plus buvable. Mais parce qu'ils n'avaient pas cette éducation là. Et puis quand tu leur expliques, tu prends un peu de temps. J'avais d'autres amis vignerons qui ont ramené d'autres vins qui étaient pareils, dans le même style, donc voilà. Mais c'est l'éducation, il faut initier, parce que si t'as jamais goûté de vieux vin et qu'on te sert un vieux vin comme ça direct, tu vas être un peu... Ouais, bien sûr. C'est un peu difficile d'approche, quoi. Oui, moi ça m'est arrivé aussi d'avoir ce débat-là. Je me dis non, il n'est pas passé en fait. Laissez cette bouteille ici. Voilà, il n'est pas passé, il faut le déguster. Ouais, c'est ça. Et en parlant de déguster, j'ai servi la deuxième bouteille que vous nous avez gentiment apportée, qui est quand même enfin je vous ai laissé en parler, mais c'est quand même une étiquette un vin qui est emblématique pour le domaine Trimbach, non? Oui, clairement. On a deux piliers, on a deux jambes, c'est Clos Sainte-Dune et Frédéric Émile. En fait, c'est des vignobles historiques qu'on a depuis des générations dans la famille. Ça, en plus, Frédéric Émile, c'est ce que je disais avant, c'est vraiment juste derrière la maison. Il y a des parcelles, le jardin, le jardinet, c'est parce qu'on jouait là-dedans quand on était petit. Donc voilà, vraiment, c'est juste derrière la maison. C'est un terroir qui est aussi magnifique. Et donc, Frédéric Émile, c'est l'arrière. 8e génération. C'est plus facile comme ça. Hein. De compter que de compter. Donc, c'est la 8e génération et c'est lui qui nous a fait connaître dans le monde du vin. En 1898, il remporte la médaille d'or au concours international des vins de Bruxelles. Et c'est là où il montre qu'il peut y avoir des grands Riesling, de garde, de gastronomie. À cette époque, ça s'appelait Riesling Grande Réserve. Donc c'était pas Frédéric Émile, forcément. Il n'avait pas un ego démesuré, mais il était reconnu dans le monde du vin parce qu'il goûtait très bien et parce que c'était un grand vinificateur. Et c'est lui qui nous a un peu mis sur le devant de la scène. Mais on en est surtout là aujourd'hui, c'est grâce au grand-père et au grand-oncle. Oui, parce qu'en fait, c'est des générations, ce qui permet le domaine aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que sûrement pendant quelques générations, c'était peut-être parfois même des activités complémentaires d'autres activités. Avant de vivre des vignes, c'est quand même assez récent en fait. Il y a peu de régions qui peuvent se targuer de... Mais même quand mon grand-père, quand le grand-père il a repris, on avait encore des vaches, on avait encore des vergers, ils allaient encore ramasser les fruits, les mirabelles, ils les vendaient sur le bord de la route. Enfin voilà, aujourd'hui c'est beaucoup plus le vin. On s'est spécialisé quoi avec le temps, mais... au domaine, il y a encore l'écurie, tu vois encore les poulies avec lesquelles tu montais les bottes de foin. Enfin, tout ça, c'est encore là, mais parce que, oui, avant, c'était de la polyculture. Maintenant, on est un peu plus spécialisé dans le vin, bien évidemment. Mais oui, c'est une histoire, une longue histoire. Et c'est vraiment grâce au grand-père et au grand-oncle qu'on est là aujourd'hui. Et papa Pierre aussi, mais ça tombe sous le sens. On va peut-être faire le même exercice que tout à l'heure là, au niveau de la dégustation, c'est quand même intéressant. Tu voulais rajouter quelque chose, non ?
Pas forcément, non. Ok. On va passer directement à la dégustation. Et puis après, moi, j'aimerais bien aussi que t'entendre un petit peu sur la perception des Riesling sur le marché français. Parce que, voilà, comment est-ce que c'est perçu aujourd'hui ? Il y a aussi pas mal de fraîcheur qui arrive en Alsace avec pas mal de jeunes. Voilà, quelle est la dynamique aujourd'hui de l'Alsace en France, sur ce marché français, quoi. C'est de moins en moins pire. Non, ça va mieux, mais c'est ce que je disais précédemment, en fait. Certains clients finaux peuvent avoir encore quelques réticences par rapport à la région, mais peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance de déguster aussi des vins représentatifs. Aujourd'hui, par exemple, avec l'association ACT, Alsace Cru et Terroir, on est un regroupement de 17 vignerons qui revendiquons des vins de terroir. Donc, on a parlé un peu de Schomberger tout à l'heure, il y a aussi Zindumbrecht, il y a, voilà, c'est que des petites pépites. En fait, nous, on est des dingues de Riesling, bon, ça, je pense qu'on l'aura compris, on est des dingues d'Alsace, mais heureusement, on ne boit pas que nos vins. On adore découvrir d'autres terroirs. Nous, on est plus, c'est vrai, sur des vins calcaires, excepté sur le Brandt et Schlossberg, on est plus sur des terroirs granitiques, mais autrement, c'est vraiment ce qui fait notre identité, c'est le calcaire. Hein. On parlait de géologie tout à l'heure, on est quand même sur le champ de faille ou champ de fracture géologique de Ribeauvillé, qui est vraiment une poche de forme oblongue avec des dominances calcaires. Mais on aime bien aussi de temps en temps voyager en Alsace, on voyage chez nous, mais grâce à d'autres excellents vignerons. Donc en fait, ça s'améliore dans le sens où on a tous aussi cette même vision de vouloir mettre l'Alsace à sa juste place. Et voilà, et proposer vraiment des très grands vins de qualité, des grands vins de gastronomie. Ça nous tient à cœur et on n'est pas tout seul, heureusement, on n'a jamais été tout seul. On parlait tout à l'heure de Hugel, heureusement qu'ils étaient là à ce moment-là, quoi. En fait, il y a toujours eu une très forte entraide entre vignerons alsaciens, mais parce que notre histoire aussi ne nous a pas laissé le choix. Il fallait qu'on soit là les uns pour les autres. On ne pouvait pas... tout seul, ça ne marche pas. C'est vraiment ensemble qu'on y arrive. Et je pense que l'Alsace, les vins d'Alsace méritent en fait aujourd'hui la curiosité en tout cas du public. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller en Alsace, à découvrir ces paysages magnifiques, ces terroirs fantastiques et ces vignerons exceptionnels, qui font vivre la région aujourd'hui, clairement. Ouais, et puis, moi, pour avoir visité quand même pas mal de régions françaises, notamment viticoles, c'est quand même des paysages assez marquants, l'Alsace. C'est super de déguster des vins à droite à gauche, mais pour les comprendre, c'est souvent pas mal de se déplacer. Et ça vaut vraiment le coup de se déplacer en Alsace et d'aller voir à quel point les paysages sont façonnés par la vigne. C'est quand même assez extraordinaire. Et puis il faut mettre en avant aussi le rapport qualité-prix extraordinaire des vins alsaciens, quoi. On a des petites pépites à des prix qui restent hyper raisonnables, quoi. Et voilà, donc j'encourage fortement la curiosité de nos auditeurs. Et alors, il y a quelques sujets que je m'étais un petit peu listés dans la tête pour en parler. Petite parenthèse avant ça, on a pris quelques gorgées de cet élixir qu'est Frédéric Émile. C'est extraordinaire, je pense que c'est toujours important de le souligner. Merci. Je me prêterai pas à la description parce que voilà, mais je trouve ça extraordinaire. Deuxième parenthèse, on a la chance de les déguster dans des verres qui sont extrêmement propices et adaptés. C'est les verres Riesling de chez Riedel. Donc Riedel qui est le partenaire officiel de ce podcast. On a la chance de déguster ça dans les verres les plus adaptés pour la dégustation. Tu peux faire peut-être un petit commentaire éventuellement de dégustation rapide pour mettre un peu, pour faire saliver un peu tout le monde. Et ensuite j'ai 2-3 sujets que j'aimerais bien... C'est pas gentil pour ceux qui nous écoutent, mais... ça leur donnera peut-être envie de se précipiter quelque part pour prendre une bouteille. Mais comme je disais avant, oui, on a deux pieds, Frédéric Émile et Klaus Saint-Thune, et Frédéric Émile, c'est très 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 important pour nous. Là au nez, c'est très très minéral, c'est presque un peu crayeux. Tu as du fruit, tu as beaucoup de fruits, c'est une explosion de fruits, il y a un tout petit peu un côté épice, un peu poivre blanc comme ça qui chatouille un peu le nez. Et puis en bouche, c'est ce que Frédéric Émile est censé être, c'est droit. C'est droit, c'est net, en plus on a la chance que ce soit un très grand millésime 2017.
en Alsace, je pense qu'il est très 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 grand, et je pense qu'il y a un joli potentiel de garde. Je dis pas que 18 c'est pas bon, 18 c'est très bon, mais c'est un autre style. Moi je suis un grand fan des 17 pour le moment, justement parce qu'il s'ouvre bien et parce que ça se boit magnifiquement bien. Là c'est vraiment ce vin là c'est sur la gourmandise, mais en même temps un peu sur la retenue, sur la droiture. C'est très complexe. Là on vient de l'ouvrir, ça va encore s'ouvrir, il s'ouvre un peu dans le verre, c'est ça qui est super intéressant. Il a un côté un peu plus austère que le Geisberg, mais c'est grâce à l'Osterberg du coup, qui n'a rien d'austère, mais l'Osterberg fait toujours des vins un peu plus serrés. C'est en bio, effectivement. Merci de me le rappeler. Ça semble évident, mais oui, c'est en bio depuis des années maintenant. Et oui, ce côté un peu plus droit qui vient de l'Osterberg, qui amène toujours un peu de droiture. En gros, le Friedrich Emil, c'est, si on grossit le trait encore une fois, 1/3 Geisberg, 2/3 Osterberg. Donc les deux grands crus, 1/3 grand cru Geisberg, 2/3 Osterberg. Le Geisberg, ça va t'apporter cette richesse, cette générosité, cette puissance même. L'Osterberg, ça apporte la droiture, la tension et la colonne vertébrale dans le vin. D'accord, ouais. Et des fois en cave, on s'amuse, on reste des enfants, on s'amuse à les séparer pour voir ce que ça donne. C'est bon, séparer c'est bon, mais c'est quand même toujours meilleur ensemble. L'un aide l'autre et vice versa, donc il y a une synergie entre les deux. Et puis de toute façon, c'est une seule et même parcelle. Les gens, des fois, tu leur dis c'est un assemblage de deux grands crus, ils pensent que c'est une parcelle à droite et l'autre parcelle à gauche. C'est une parcelle qui a été découpée, en grand cru. Il y a même une route qui traverse la parcelle parce que c'est comme ça. Mais je veux dire, sinon, c'est une parcelle. Donc c'est un endroit, c'est un lieu. Et puis, c'est très très important pour nous. Et c'est le vin qui nous représente le plus. On a la chance d'avoir une production assez importante sur ce vin-là. C'est pas le cas du Clos Sainte-Une, c'est pas forcément le cas du Geisberg. Donc c'est le vin de la famille. Quand on a un événement à célébrer, c'est clairement du Friedrich Emil qu'on va goûter. Okay. Et quand on était petit, c'est encore le cas aujourd'hui, à Noël, le grand-père il allait chercher des bouteilles en cave et toute la famille goûte à l'aveugle. Et c'est souvent du Friedrich Emil. C'est jamais du Sainte-Une de toute façon parce qu'on n'en a pas beaucoup et il faudra en ouvrir beaucoup pour tout le monde. Donc c'est du Friedrich Emil parce qu'on en a un peu plus. Et puis c'est vraiment le vin de la famille, donc c'est peut-être le plus important pour nous. Enfin pour moi en tout cas. Ouais, sentimentalement. Ouais, clairement. Sentimentalement c'est le vin le plus important. Et tu me fais la bascule. C'est magnifique. Est-ce que tu peux nous parler de cette légende, on va dire, qui est quand même aussi le Clos Sainte-Une. On n'en a pas parlé jusqu'ici. Ça a sans doute participé grandement à la renommée aussi du domaine. Voilà, nous parler un peu de ses spécificités, notamment, pour le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui ne le connaissent pas assez. Oui, mais je trouve que c'est marrant parce que du coup, tu vois, je te parle du Geisberg, du Friedrich Emil. Quand tu es devant, tu comprends que tu vas faire un vin magnifique parce que les parcelles sont magnifiques, parce que c'est la culture en terrasse, parce que le lieu est vraiment très très beau. Donc c'est facile d'imaginer que tu peux faire des grands vins là. Quand tu vas devant le Clos Sainte-Une, c'est pas pour le dénigrer, mais si tu sais pas que c'est le Clos Sainte-Une, c'est une parcelle. Lambda. C'est presque une parcelle lambda. Okay. Quand tu es dedans et que tu travailles, c'est autre chose. Je sais pas si c'est l'ambiance de l'équipe des vignes qu'on a ou le chef de culture. C'est le chef de culture, il est très attaché à cette parcelle, Laurent Murchel, qui travaille avec nous depuis 2000, l'année 2000. C'est que lui qui taille cette parcelle et quand on travaille là-dedans, il est très méticuleux. Donc tu fais attention à ce que tu fais. Parce que chaque petite pousse, chaque petit bourgeon, c'est pas que ça vaut des sous, mais c'est que c'est très important. C'est du liquide qui va en sortir après, c'est très important. Mais en vrai, cette parcelle, déjà, il n'y a pas de forte pente, il n'y a pas de terrasse. C'est presque facile à travailler. C'est pas facile à travailler parce que c'est des vieilles vignes, c'est planté à l'ancienne, donc très serré. D'accord. Ouais. Le cœur vraiment du Clos Sainte-Une est quand même assez compliqué à travailler, mais comparé au Geisberg, ça va. Il y a des bonnes réserves hydriques. Si tu demandes à n'importe quel vigneron, j'en parle souvent à Pierre-Émile Umbrecht, que j'aime bien taquiner là-dessus, parce que lui, il adorait avoir du rosaquer. Mais quel vigneron n'aimerait pas avoir du rosaquer ? C'est un terroir magnifique, c'est du calcaire, il y a des bonnes réserves hydriques, ça produit bien, c'est des vins qui se gardent, tu peux pas rêver mieux comme terroir, vraiment. Ouais. C'est sûr, le Rangen, en parlant de Umbrecht, le Rangen, c'est plus impressionnant. C'est comme le Geisberg, c'est très impressionnant. Mais en facilité de travail et en grandeur de vin, le rosaquer, voilà, c'est extraordinaire. Ouais, parfois, le plus impressionnant visuellement, c'est pas forcément le plus impressionnant dans la bouteille. Faut pas juger le livre par sa couverture. Ouais. Mais c'est ça, hein, c'est dingue. Et 100% calcaire, du coup, on l'a pas dit, mais 100% calcaire, du Muschelkalk, donc calcaire colquillé.
Et puis, ouais, très vieilles vignes. Il y a des vignes, on ne sait pas quel âge elles ont, parce que c'est pas moi, c'est pas mon oncle et c'est pas le grand-père qui les a plantées. Donc, vieilles vignes. Donc, ils produisent très très peu, mais par contre, d'une qualité extraordinaire. Ouais. Qu'est-ce qui a fait la réputation? Ça s'est bâti au fil des années? Il y a un moment clé de l'essor, on va dire? Non, je sais pas. Et si vous ne savez pas, ce n'est pas grave, parce que je vous vois tous les deux faire les grands yeux. La réputation s'est faite mais par le vin en lui-même déjà. C'est quand même, si tu as un bon vin qui tient des années, et puis après c'est papa qui a quand même ces dernières années qui a fait énormément pour ça. Là ils sont, notre père là il est à Jakarta là, avec Egon Müller. Ils sont en train de faire des dîners. Ils ont commencé à Hong Kong, ils font des dîners ensemble, mais ils font des dîners où c'est justement là où tu montres les grands vins, et c'est ça qui fait connaître un peu, et c'est ça qui fait monter la sauce, si on peut dire. Mais qu'est-ce qui a fait la réputation du Clos Sainte-Thune? Ça demande aussi, hein, c'est l'offre et la demande. Bien sûr, ouais, bien sûr. Petite production. Et puis la qualité du vin, en fait, tout simplement, quoi. Après, c'est quelque chose quelque part, qui nous dépasse. Nous, on met notre cœur, on met nos tripes là-dedans au quotidien, mais derrière c'est le terroir. C'était quand même une des premières parcelles où on a mis les moutons, parce qu'aussi pareil, pas une parcelle trop chaotique pour les moutons parfois. Voilà, première parcelle en bio aussi, mais c'est le vin, c'est en fait le talent aussi des vinificateurs de notre famille, quoi. Le vin parle de lui-même. Après En fait, c'est marrant parce que quand je t'entends, enfin, quand je vous entends, même tous les deux, on a un peu l'impression, on sait pas, ça nous dépasse. Ouais, c'est tellement une multiplicité de facteurs. Ça a transcendé, c'est ça en fait. C'est devenu mythique à un moment où déjà tous les grands amateurs de Riesling dans le monde reconnaissent la qualité de ce vin, et donc à partir de là, en fait, à nous de poursuivre et d'année en année de reconfirmer la qualité du Grand Cru Rosaquer, de notre terroir, du Clos Sainte-Thune, et puis après ça fait boule de neige, quoi. Mais en vrai, on sait pas. Enfin, on sait, mais c'est tellement complexe et tellement plein de facteurs. Et puis mais j'ai envie de dire, c'est pas grave de pas savoir. Non. On peut pas tout expliquer, et c'est pas grave de pas pouvoir l'expliquer, parce que en vrai, si on parle juste de la cave, clairement, il y a rien qui change. Oui, en vinif. Le Pinot Blanc, le Riesling classique, le Frédéric Émile, le Geisberg, le Sainte-Thune, c'est vinifié pareil. Pareil, ok. Mais pareil, hein, et ça peut aller dans de l'inox, ça peut aller dans les vieux foudres bicentenaires, tricentenaires, peu importe. En cave, franchement, ça va être un peu presque prétentieux, mais on fait rien. Limite, c'est vraiment, et c'est pas parce qu'on est fainéant, mais c'est Henri Jaillet qui disait, le meilleur outil d'un vinificateur, c'est un tabouret. Tu prends ton tabouret, tu observes. Alors il faut goûter, il faut surveiller, ça c'est très important. Mais par contre, en cave, c'est vinifié exactement de la même manière que tous les autres vins. Après, dans les vignes, oui, là on traite chaque parcelle de façon indépendante. Chaque parcelle réagit différemment. Chaque année, tu vas avoir d'autres variables qui vont rentrer dans l'équation. Quand tu penses avoir compris quelque chose une année, l'année d'après, en fait, tu te rends compte que non. Ça ne marche pas pareil. Moi, en 2023, je pensais avoir compris quelques trucs. Hein. Et quand je vois ce qu'on a en cave, je me dis, en fait, non, c'est bon. Faut continuer. C'est un truc de fou. C'est une leçon d'humilité un peu constante, quand même. Ouais. Mais c'est dur. Hein. Quand tu te dis, ah ouais, ok, je vois à peu près comment va se dessiner les millésimes, pas du tout. Mais parce que on a eu une année chaude, 2023, je me suis dit nous va avoir des degrés d'alcool hauts comme en 2022 ou comme en 2018 on a eu. Non, en fait les degrés d'alcool n'étaient pas du tout là. On goûtait les Riesling derrière la maison, Frédéric Émile, on goûtait, ah ouais c'est bon, c'est mûr, ça doit pas être loin d'être mûr. Je suis allé chercher le réfractomètre, on était à 9,5 d'alcool potentiel, donc loin d'être mûr. Mais les peaux étaient mûres, les pépins étaient mûrs, les arômes étaient là, donc c'est quelque chose qu'on a rarement eu. Moi, je pensais que dans le futur, on aurait les maturités technologiques, donc les sucres, qui sont mûrs bien avant les arômes, à cause du réchauffement climatique. Ce qui est très contraignant pour nous. Bah oui, bien sûr, trop parce de sucre. Parce qu'on veut pas trop de sucre, on veut pas trop d'alcool, mais on veut les arômes, au contraire. Mais cette année, ça a été tout l'inverse. Alors que j'aurais mis ma main à couper, hein. Peut-être pas les deux, mais au moins une, je l'aurais mis à couper, qu'on n'aurait pas les arômes et qu'on aurait trop de sucre. C'était tout l'inverse. Donc ça nous fait des vins complètement différents. Là, le Riesling le plus haut qu'on a rentré en cave, je crois qu'il y a 13,7 degrés.
Okay. Et en 2018, ça devait être le plus bas, 13,7 degrés. Incroyable. Enfin, tu vois, tu penses avoir compris quelque chose et en fait, non, c'était pas du tout ça. Donc, trop bien. Encore plein de choses à apprendre aussi. Voilà. Et donc, c'est ça, tu vois, il faut pas chercher à tout expliquer. Le Clos Sainte-Une, c'est extraordinaire. Cette parcelle est extraordinaire. Pourquoi ? Bon, c'est pas exactement. On essaye de tout faire en tout cas pour. C'est tout plein de petits détails qui s'additionnent, qui font après qu'on arrive à faire quelque chose de bon. Mais pourquoi il n'y a pas de recette, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de miracle. C'est beaucoup d'attention dans les vignes et après en cave, c'est essayer de pas faire de bêtises. En fait, c'est juste ça. Ouais. Notre chef de culture, sa femme qui est notre caviste, c'est beaucoup d'histoires de famille chez nous. Sa femme Anne-Catherine qui est notre caviste depuis aussi de grand nombre d'années, elle dit en fait quand Laurent il nous apporte les raisins, nous notre seul devoir c'est de pas faire de conneries. Je suis désolé pour le propos, c'est pas de faire de bêtises. En gros, il faut essayer de respecter la matière première parce que c'est que la matière première, c'est ça que tout le monde le sait, qui fait les grands vins. C'est que le raisin qui va faire les grands vins. Donc voilà. Oui, c'est même parfois difficile de pas agir, quoi. Ouais, pas trop agir. C'est une question de. C'est l'assise mort, ouais, c'est ça. Et alors, même si c'est pas des marchés que tu fréquentes, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi l'essor des vins d'Alsace aussi, c'est aussi joué quand même pas mal à l'export. L'Asie notamment et la cuisine asiatique a quand même, parce que on a pas forcément parlé d'accords mets et vins, mais la cuisine asiatique match particulièrement bien aussi avec certains vins alsaciens. Cuisine asiatique, c'est magique sur des Gewürztraminer, des Pinot Gris, parce qu'encore une fois on les vinifie en sec et c'est important de préciser, donc ça fait encore une fois des très grands vins de gastronomie effectivement. L'export a eu un rôle majeur dans notre développement. Julien le soulignait tout à l'heure, notamment grâce aux États-Unis, qui représentent encore aujourd'hui notre marché principal en fait. Ils sont amoureux de la maison, amoureux de papa aussi un petit peu, comme ils l'étaient de Hubert et de Anne aussi, qui voyagent là-bas. Donc ça, c'est à nous de maintenir en fait cette relation-là. De manière générale, les vins d'Alsace ont une très bonne réputation à l'export et j'ai l'impression parfois même meilleure à l'export qu'en France parce qu'il y a eu moins de préjugés et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure un peu de l'histoire etc. Mais lorsque l'on était allemand en fait on devait faire du volume, on s'en foutait des cépages, il fallait qu'on soit les jus de l'Allemagne en fait et donc ça aussi fait énormément de tort aux vins alsaciens qui étaient reconnus quand même depuis le Moyen-Âge pour leur qualité exceptionnelle. Et donc on part aussi un peu de là. Oui, les clichés ont la vie dure. Les clichés ont la vie dure, mais j'espère que vous êtes bien assis, mais parfois on me demande si je parle allemand ou français. Dans quel pays on est. Ouais, non mais... Ok, d'accord. Pour nous, c'est dur, ça. Ouais, bien sûr, j'imagine. Parce qu'en fait, bref. Donc voilà, il y a aussi cette très forte impact historique sur toute l'identité de la région, mais ouais, l'export c'est très très bien pour les vins d'Alsace. Ouais, non mais c'est vrai, c'est important aussi. Et puis parfois, en fait, on est reconnu un peu ailleurs et finalement ça a aussi un impact positif en disant mais attends, complètement. Comment ça, vous connaissez pas bien les vins d'Alsace? C'est extraordinaire quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, pour parler de faits très récents, c'est les vins d'Alsace qui vont représenter la France, notamment à Osaka, c'est ce que j'ai vu au Japon pour l'exposition universelle. Donc c'est marrant quand même. Enfin, il y a quand même un lien véritablement. Les Japonais sont des fadas du Sylvaner. Franchement. Ok, d'accord. Alors nous on a le Sylvaner Viboim là qui est vraiment un parcellaire qui est magnifique sur les hauteurs de Ribeauvillé, c'est très très vieille vigne de Sylvaner et ouais, les Japonais en sont fous, alors pas que du Sylvaner bien sûr, mais effectivement ça va hyper bien aussi avec la cuisine nippone, avec tout ce qui est sushi, le iode, voilà, c'est... Il y a un regain d'intérêt pour le sylvaner qui fait super plaisir. Oui, qui fait pas partie des cépages qui étaient les plus mis en avant en Alsace. Mais on en produisait énormément à l'époque, parce que c'est un cépage qui peut être productif. Clairement, on peut faire du 100 hecto-hectares avec le sylvaner si on s'applique un peu, on peut même faire mieux. Mais bon, nous là, on fait avec le sylvaner, on fait à peu près 35 hecto-hectares sur le Viboim. Donc c'est toute petite production, c'est sylvaner, on s'est taillé sur une seule baguette. Donc en Alsace, c'est en Arcure. Guyot double en Arcure, là on a qu'une seule baguette, donc c'est Guyot simple.
Pour cette petite partie-là, on mettra peut-être un schéma, en commentaire, quelque chose, parce qu'on ne va pas passer trop de temps à expliquer ça, mais c'est quand même important de voir, il y a différents types de tailles. Et là, il y a différents types de cultures que tu peux trouver dans toutes les régions, mais voilà, on veut revendiquer ce sylvaner, et Laurent Murchel, donc notre chef de culture, et moi, on a fait un peu, on a enquiquiné, on va dire, mon oncle, pour le dire joliment, pour que vraiment on le mette à part, qu'on le revendique, on le vinifie à part depuis 2016, donc c'est vraiment l'année où on a enquiquiné mon oncle pour le mettre à part, parce que c'est une logistique quand même, bien sûr. Une fois que tu le mets à part, que tu le vinifies, voilà, c'est du boulot en plus, mais on s'est dit, on se donne trop de mal dans la parcelle, on se donne trop de mal dans la vigne, pour pas qu'il y ait un résultat derrière. Et on s'est dit, bon, on va essayer. Donc on a fait 16, 17, 18, 19, vinifiés à part, vendus à part, mais non revendiqués. Et en 2020, on s'est dit, bon, maintenant, on le revendique parce que c'est trop bon. En fait, juste, c'est trop bon. Et donc, non, ça fait plaisir. Et puis, je pense qu'on va tous un peu dans ce sens-là, de vouloir valoriser encore. On voulait valoriser, c'est pour ça qu'on fait plus de grands crus maintenant. C'est toujours dans cette idée de valoriser. C'est le grand cru Mandelberg, qu'on n'a pas ici, mais qu'on a... revendiqué en 2016, on le travaille depuis 1996, et en 2016 on s'est dit c'est pas possible on se donne trop de mal pour pas vraiment le valoriser. Donc voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça. Au fur et à mesure. Et c'est toujours pour tirer vers le haut. Bien sûr. Et alors, dernier sujet, parce que ça fait, voilà, il faut faire attention aussi au timing, mais il y a aussi un dernier sujet qu'on n'a pas abordé, c'est les vins rouges en Alsace. Il y a pas mal de changements, et notamment au niveau du pinot noir. Tu en as très rapidement parlé, je t'ai dit que je voulais en parler un peu plus tard. Je gardais le sujet au chaud. Voilà, il va y avoir des pinots noirs grands crus, notamment, pour la première fois. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce sujet assez excitant, parce que c'est voilà, l'Alsace et ses blancs, mais il y a aussi des grands vins rouges, quoi. Il y a des grands vins rouges de plus en plus. Faut le dire aussi, grâce au dérèglement climatique ou grâce au réchauffement climatique, on n'a pas les mêmes maturités qu'on avait dans les années 70-80, où c'était plus des rouges très pâles, parce qu'il n'y avait pas les mêmes maturités tout simplement, mais aussi parce que on ne produit pas les mêmes quantités, les rendements ont baissé pour la qualité. Les vinificateurs d'aujourd'hui, les générations d'avant, elles ont plus voyagé. Pierre, par exemple, il est allé en Bourgogne, il est allé travailler chez Trappet. Enfin voilà, on a voyagé, on a découvert des choses, on a appris. Et puis on a la chance d'avoir des grands terroirs qui s'y apprêtent, quoi. Malheureusement, nous, ça ne nous concerne pas encore, les pinots noirs grands crus, parce qu'on n'a pas de Kirchberg de Bar, parce qu'on n'a pas de Hengst, parce qu'on n'a pas de... C'est pas tous les grands crus. Il y a combien de grands crus qui sont concernés ? Pour l'instant, il y en a 3, il y en a 2 sûrs, et il y a le Forbourg qui est en attente. Ok, d'accord, en attente de verdict. Voilà. Donc nous, ça ne nous concerne pas pour l'instant, mais par exemple, j'allais dire cette année, mais du coup non, l'année dernière, 2023, on a planté du pinot noir en grand cru. D'accord. Pareil, là, j'ai aussi un peu enquiquiné mon oncle, je lui ai dit, parce que à la base, c'est ce que Pauline disait aussi avant, nouveau terroir égale Riesling pour nous. Dans notre tête, c'est Riesling. Et donc, quand j'ai dit ça à mon oncle, il a dit, mais ça va pas, bien sûr que non, on va pas mettre du pinot noir là-bas, on va mettre du Riesling. Et puis, en discutant, j'en ai discuté avec mon chef de culture, qui travaille avec mon oncle depuis des années, donc je sais qu'il a un petit pouvoir sur lui. Donc voilà, on s'est mis à deux, l'un à gauche, l'un à droite, voilà. Et puis on a planté du pinot noir dans le grand cru Altenberg de Bergheim. Après, mon oncle, il l'a dit, ce sera pas pour moi, parce que lui, il le verra jamais, le potentiel. Bien sûr. Parce que c'est quand même les vieilles vignes qui font les meilleurs vins. Donc il verra des jeunes vignes, il verra le début du grand cru Altenberg. Et puis nous, les générations futures, verront, avec un peu de chance, si tout va bien, du super pinot noir des grands crus Altenberg, des vieilles vignes. Donc ouais, super intéressant, super important pour l'Alsace. Et ça, on arrive bien à le revendiquer au niveau commercial sur la partie pinot noir Alsace. Ça se vend bien, il y a de la demande croissante. Qu'est-ce qu'on observe un petit peu Bah oui, ne serait-ce qu'encore une fois, rien que pour parler de l'excellent rapport qualité-prix des vins alsaciens, en face de l'Alsace et de ses pinots noirs, il y a quand même la Bourgogne qui s'est un petit peu enflammée là sur ces dernières années. Donc de plus en plus, la clientèle en fait se tourne vers d'autres grands pinots noirs et donc vers l'Alsace. Et on a cette chance-là, en fait, d'avoir aussi un peu ce regain d'attention sur ce cépage-là. Et d'un point de vue commercial, on a Alberman qui fait des pinots noirs, mais juste fantastiques, murés bien sûr. Il y en a plein. Donc, ouais, mais
pour le coup... On fait de la Syrah aussi maintenant. Ouais, voilà, mais ça c'est plus par rapport au réchauffement climatique, peut-être, où il y a d'autres cépages rouges qui sont testés sur différentes parcelles, différents domaines. Alors pas chez nous encore, nous c'est vrai qu'on a quand même un certain classicisme, sans une authenticité peut-être qu'on veut conserver. On disait tout à l'heure, il y a énormément de jeunes vignerons alsaciens qui font des petites pépites. La grange de l'oncle Charles, par exemple, ils font un travail fantastique. On a aussi des vins oranges. En fait, l'Alsace, avec sa diversité, sa richesse de terroirs et de cépages, est sur tous les plans, quoi. Les vins nature, les vins oranges, les bulles, bien sûr. Crément d'Alsace, fantastique. Voilà. Vous n'en faites pas, vous, de crément? On fait pas de macération, on fait pas de vin orange. Ok. Non, mais tout ça pour dire qu'en fait, chacun... j'allais dire dans Astérix Obélix, là, les hippopotames seront bien gardés, mais en fait chacun fait ce qu'il sait faire, et nous ce qu'on sait faire, c'est ça c'est notre ADN. Ça veut pas dire qu'on sait pas poser la question, hein. Ça nous on adore les natures quand ils sont délicieux et pas déviants, on adore les vins oranges quand ils sont bien faits, mais néanmoins c'est pas dans notre ADN. Donc en fait encore une fois on est riche de cette diversité en Alsace. C'était quoi la question ? Non, c'était globalement de parler des pinots noirs et à la base, mais c'est vrai que c'est intéressant de parler en fait de l'ensemble des tendances en fait qui émergent. Ouais, il y en a énormément. Et aussi d'affirmer que voilà, il y a aussi une question d'histoire et de positionnement. Bah oui, quand on arrive et qu'on entre guillemets, on travaille pas forcément en famille, on arrive, on teste plus de choses peut-être dès le départ, et vous, il y a aussi un savoir-faire dont on hérite et qu'on a envie de conserver, il y a aussi cette histoire-là qui est intéressante. Ouais, puis c'est des choix à un moment, quoi, en fait. Oui, mais c'est ce côté classique ADN, mais qui nous va bien, en fait. Ça veut pas dire qu'on bouge pas, ça veut pas dire qu'on réfléchit pas à tout ça, on est quand même aujourd'hui en bio, Julien est viticulteur / berger, voilà. Je veux dire, il y a cette dimension-là qui nous tient à cœur. On va essayer de mettre en place là prochainement un gros bilan carbone sur toute l'entreprise pour essayer de... Voilà, je veux dire, il y a plein de moyens aussi de se mettre à la page, mais nous... Les vins qu'on aime et notre ADN, c'est ce que l'on a là sous les yeux aujourd'hui avec Frédéric Emile et Grand Cru Geisberg, en fait. Après, on est né dedans, quoi, et on est très chauvin. Je crois que c'est une des natures de l'Alsace aussi, c'est d'être très chauvin. On adore notre région. Oui, quand on est chauvin, on est solidaire aussi. Donc et voilà, mais on adore ce qu'on fait. Et puis, nous, plus personnellement, étant nés dans cette famille, tu sais, c'est des repères que tu as, c'est des choses qu'on a goûtées toute notre vie. Ça fait 31 ans que je goûte du Frédéric Emile, ce qui est une chance extraordinaire, mais je veux dire, c'est un repère que j'ai. Des fois, je goûte plein de trucs à l'aveugle, tac, tu goûtes, c'est trop bien, et d'un coup tu goûtes ton vin, tu dis ah la maison c'est bien. C'est un sentiment de réconfort, mais c'est juste humain, quoi. C'est bien sûr. Ça veut pas dire que je pense que c'est le meilleur et qu'il y a que ça. Et c'est peut-être plus facile d'ailleurs d'aller expérimenter sur des nouvelles parcelles qu'on va acquérir que sur des terroirs ou sur lesquels on a eu des années et des années de dégustation. De toute façon, oui. Mais jamais on touchera le Frédéric Emile. Je veux dire, si un jour vraiment on peut plus produire de Riesling en Alsace, ça sera un désastre. mais enfin, jamais on touchera cette parcelle. C'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on aime, comme a dit Pauline, et c'est ce dans quoi on se retrouve. Et on adore partager ça. Enfin, je sais pas comment tu le goûtes là. Non, mais moi, je trouve ça extraordinaire. J'ai pas trop donné un avis, mais je trouve que effectivement il y a une question d'équilibre aussi qui est très bien. En fait, ce que tu décrivais un petit peu comme de l'austérité, c'est aussi de la droiture en fait, et je trouve que ça emporte le vin très loin aussi. Donc je trouve ça extraordinaire. Et il y a un côté aussi aromatique qu'on retrouve un peu plus dans le Geisberg, si je ne me trompe pas sur la prononciation, attention. C'est bon. Et voilà, qui nourrit un équilibre, franchement, où on comprend pourquoi là, on assemble deux grands crus et que tout ça crée un équilibre génial. Bon, bah maintenant, il va falloir attendre 10 ans et voir ce que ça donne, quoi. C'est ça. Mais c'est le mot juste, c'est équilibre. C'est vraiment, que ce soit dans la vigne ou en cave, c'est ce qu'on recherche perpétuellement. Je ne sais pas si on l'atteint toujours, en tout cas, c'est ce qu'on recherche. C'est très dur
dur, c'est la chose la plus dure, je pense, c'est trouver l'équilibre dans tout, hein, dans la vie ou dans le vin, mais je pense que dans ce vin-là, c'est ce qu'on recherche, et dans tous nos vins, c'est ce qu'on recherche, c'est l'équilibre. Après, peu importe les chiffres de sucre résiduel, d'acidité, quand tu as ton équilibre qui te plaît au palais, que tu penses que tu vas refléter le terroir comme il faut, je pense que c'est ce qu'on recherche. Mais vraiment, c'est ce que notre oncle Pierre il dit, il y a 3 mots importants pour faire un bon vin. 3 secrets, ouais, si tu veux. Pour faire un grand vin, c'est l'équilibre et l'équilibre. Ouais. Mais c'est ça. Et puis oui, l'élégance, mais bon après... Comme le beurre. Et parfois un peu de crème. et parfois un peu de crème, voilà. Non mais oui, c'est ça, l'équilibre est très très important pour nous. Ouais. Et dans tout ce qu'on fait, hein, dans la vie en général, mais ouais, dans le vin, c'est ce qu'on recherche. Eh ben écoute, on va finir tout simplement sur ces belles paroles d'équilibre. Nous, on va pouvoir finir de déguster ce magnifique vin. Je tenais à vous remercier tous les deux pour ce podcast. L'épisode est peut-être un petit peu plus long que d'habitude, mais on avait 2 invités. Désolé. Et non, au contraire, merci. Merci on a passé un super moment. C'était très intéressant aussi de voir 2 facettes très complémentaires. Et on comprend pourquoi ça s'équilibre aussi à ce niveau-là. Non, mais merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, à tous les deux pour tout. À bientôt. Vous venez d'écouter ce podcast jusqu'au bout, et pour cela, un grand merci. Si vous l'avez apprécié, pensez à le noter 5 étoiles sur votre plateforme et à le partager à vos proches. Cela nous aide beaucoup. Et surtout, si vous souhaitez bénéficier de tarifs de grands vignerons à petit prix, je vous invite à faire un tour sur le club Vini Daily. Car sans cela, le podcast n'existerait pas. À nouveau un grand merci, et à bientôt pour une nouvelle rencontre.